Oui, bonjour tout le monde, merci pour votre participation à cette session. Alors aujourd'hui, on va introduire le smart farming, donc on va dire l'agriculture intelligente. Alors on verra comment on peut vraiment transformer une ferme depuis la théorie jusqu'au déploiement. Ça prendra à peu près 90 minutes. Alors on va étudier le cas de Sidi Aïssa. La ferme Sidi Aïssa elle est située en Tunisie, dans une région qui s'appelle Manzel Bouzelfa. Et comme je viens de le dire, donc on verra toutes les étapes, les phases de transition depuis une ferme, on va dire, manuelle classique vers une ferme smart ou intelligente. Alors, si vous voulez me contacter, si vous avez des questions ou vous avez besoin de plus ample information, vous pouvez me contacter par email ou visiter notre site web. Je commencerai par une présentation générale, alors, sous forme d'introduction, où je parlerai de différentes définitions, des équipements, les objectifs, avant même de réfléchir ou même penser à transformer une ferme une ferme, on va dire, en un système intelligent. Après, ça va être beaucoup plus technique, où il y aura un peu de calcul, comment on va modéliser, comment on va définir nos process, les différents paliers à utiliser, la protection, et ça nous mènera à comprendre comment faire réellement le déploiement en termes de validation. Je citerai avec des détails d'ailleurs techniques, comment on détecte, comment on localise les fuites, et je terminerai par une démonstration. On se connectera directement sur notre plateforme avec l'autorisation de notre client. Donc commençons par des informations générales concernant le projet. Alors comme je viens de le dire, c'est en Tunisie, c'est à peu près 2 hectares. Alors nous avons commencé à travailler dessus en février 2018 et ça a pris à peu près en termes de transition et d'intégration à peu près 3 mois, et nous avons réellement commencé l'exploitation en mai 2018. Ici je présente quelques informations concernant les prix pour plusieurs parties de notre solution, mais ce n'est qu'une estimation de CDIs, mais plus tard on parlera un peu comment on va choisir les équipements pour minimiser bien sûr les coûts et le budget alloué à tel projet. Je finirai durant la démo à faire une petite comparaison entre avant et après déploiement, et ce sera surtout focalisé sur la production, la consommation d'eau, d'électricité, ainsi de suite. Ça, c'est la vue générale de notre ferme. Donc, il s'agit de 5 parcelles, au fait. Et comme vous pouvez le voir, donc, on a pas mal d'équipements, que ce soit au niveau électrique, d'agriculture. Nous avons des trucs bien sûr électriques, ça c'est le tableau de commande. On entrera dans les détails de tous les équipements durant cette présentation. Mais je voudrais quand même présenter les objectifs, on va dire, de l'agriculture intelligente. Je pense qu'on a 3 objectifs. Donc le premier, il est plus lié à la fidélité. Alors, reliability, c'est la fidélité. Et généralement, c'est on va dire, lié à la qualité des données que vous allez récolter à partir de vos capteurs. Donc le plus on va dire, de qualité, de performance que vos capteurs auront, plus votre système global, on va dire, va être fidèle. Alors ça peut être lié à la précision, bien sûr, et la qualité des données, mais aussi à la disponibilité. C'est-à-dire plus disponible votre système sera, plus vous serez à un degré de fidélité important. La deuxième chose, c'est, on va dire, la prédiction et la prédictabilité. C'est des choses qui sont liées à l'anticipation, c'est-à-dire à ce qu'on pourrait offrir des services qui pourront aider le fermier ou le, on va dire le manager de vraiment anticiper en termes d'évolution, en termes de peut-être le comportement de sa ferme durant une future période, ça peut être en mois ou en année, et ça on va dire c'est la partie la plus intelligente du projet, à partir du moment où ça va être un peu basé sur du learning, du machine learning ou on va dire d'une façon générale de l'intelligence artificielle, et ça peut être un objectif, à mon avis c'est un des objectifs principaux pour tel projet. Et enfin, c'est la durabilité, la sustainability. Ici, c'est plus la question qu'on doit se poser, c'est de dire comment on peut vraiment préserver nos ressources naturelles, comment optimiser l'utilisation d'eau, bien sûr sans altérer ou affecter la qualité ou la quantité de la production, comment on peut détecter des problèmes, notamment les leaks, les fuites durant l'irrigation.
Donc, quand on est dans ce qu'on appelle le IIoT, donc l'IoT industriel, on va dire, il faut considérer quatre parties. La première, c'est la partie, on va dire, hardware ou équipement. La première partie qui est vraiment, à mon avis, la plus importante, c'est considérer et comprendre ce que c'est les équipements d'agriculture. La chose qu'il faut vraiment noter ici, c'est qu'on va utiliser des équipements qui sont très lourds. Lourds pas en question de, pas en termes de poids, hein, lourds en termes de, voilà, de complexité. On est dans une zone d'électronique de puissance. Donc on va vraiment jouer avec des 220 volts, des 380, des ampères, et il va y avoir des vibrations, des chauffements, donc énormément de choses qui peuvent vraiment altérer ou changer le comportement de votre système que préalablement nous devons vraiment prendre en considération avant toute étude. La deuxième chose, c'est les capteurs. Les capteurs, c'est, on va dire, c'est le cœur de votre système. Donc ici, c'est la même chose. C'est quel type de capteurs par rapport à leur prix, par rapport à leur performance. Est-ce qu'ils sont précis? Est-ce qu'ils vraiment peuvent supporter des conditions de vie, on va dire, de ferme? Alors, on n'est pas dans un hôtel 4 étoiles. Là, on est vraiment dans un milieu qui va y avoir beaucoup de poussière, la température qui va partir dans tous les sens. Donc tout ça, c'est à réfléchir sur le type de capteurs que nous allons utiliser, et puis donc tout ce qui concerne la connectivité, tout ce qui est réseau. Donc bien sûr, il faut bien choisir les équipements en tant d'agrégateur, en tant qu'équipement pour la transmission, toujours en se rappelant des conditions dans lesquelles on va les installer. Alors pour la partie, on va dire programmation ou software, bien sûr, il faut considérer ici l'aspect réseau. Donc vraiment, il faut avoir une idée sur la couverture que vous avez, quel type de réseau vous avez. Ça, c'est des choses qu'on mesure, on demande à l'opérateur. Et puis il y a l'environnement et la partie développement, que ce soit au niveau serveur, que ce soit au niveau client. Ça peut être les API que vous allez utiliser, le format des données, ça peut être le langage de programmation et même les frameworks. Est-ce que votre client, enfin le type de données qu'on va visualiser, comment on va le faire, est-ce qu'on va utiliser une application bureau, enfin desktop ou mobile. Donc toutes ces choses-là sont importantes à prévoir et à comprendre avant. Au niveau de la sécurité, bien sûr, là, il y a la partie la plus simple à mon avis, parce que ça devient un classique, la sécurité, on va dire, informatique, où il va y avoir un problème de privacy, un problème d'intrusion, un problème de continuité, stabilité, comment on va affecter les privilèges des utilisateurs. Donc c'est des aspects, on va dire, qui sont communs, c'est des aspects qui sont communs à, on va dire, à toute type de plateforme cloud moderne. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la sécurité électrique et comment prendre en considération le réseau électrique. Dont on est dans la région MENA, donc vous savez que voilà, les fermes sont modestes et généralement les réseaux électriques sont vraiment instables et on va avoir des variations parfois vraiment d'une façon très aléatoire au niveau du voltage. Et voilà, la question ici, comment prendre en considération ça et comment intégrer ces variations bizarres et comment votre système va répondre à ça en termes de messagerie ou en termes de sécurité, etc. La deuxième chose, c'est la sécurité du système lui-même. Quand vous avez par exemple une pompe, il faut vraiment savoir les limites de cette pompe, le range, l'intervalle dans lequel elle va fonctionner. Il faut connaître le point d'opération, enfin le point de fonctionnement nominal. En tenant compte bien sûr de l'environnement, ça peut être la température, l'humidité qui peuvent vraiment influencer le fonctionnement de votre système. Et enfin, tout ce qui concerne les données, alors est-ce qu'on va faire de la transmission en temps réel? C'est quoi le temps réel déjà? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour ce genre euh, de solution? Le type de données, est-ce qu'on va utiliser des données JSON ou SQL? Ce genre de questions qu'il faut vraiment poser avant. La partie analytique, c'est très important. Est-ce qu'on va offrir des choses dynamiques en termes de filtres? Est-ce que ça va être statique? Comment on va générer les rapports? Quel type de calculation? Et on finira par, bien sûr, réfléchir sur les aspects avancés au niveau de l'analytique. Donc, est-ce qu'on va vraiment intégrer de l'intelligence artificielle, machine learning ou ce genre de choses dans notre système? Déjà, le fait de se poser la question si on doit le faire ou pas, c'est déjà un début.
Alors ici, je présente un peu le système classique d'une transmission. Alors ça, IoT, oui, bon, ça fait partie de l'IoT, mais voilà, donc généralement on va faire de l'acquisition des informations qui sont vraiment liées au système d'agriculture. Alors ça peut être de la pression, de la température, du flux, du volume, de l'humidité. Généralement on va partir vraiment du terrain. On va passer par notre automate, l'agrégateur réseau qui va faire la transmission, serveur, et puis on va visualiser tout ça au client. Tout le monde est content. Mais ici, ça concerne uniquement l'acquisition. Et ça peut être fait entre de 20 et 30 minutes si vous allez opter pour des capteurs standardisés, normalisés IoT, de très beaux capteurs avec leur connectivité. Ça prend pas beaucoup de temps pour les connecter au serveur cloud. Moi, de ma part, la problématique reste le contrôle, parce que le contrôle, au fait, ici, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pas contrôler des choses simples. On n'est pas dans un laboratoire ou dans un environnement où on va faire des démonstrations, on va dire simples, avec des 1-0 comme commande, ou alors true false, vrai faux. Alors là, ça va être des machines. Ces machines-là, comme les pompes, on va pas les commander directement, on va passer par les variateurs. Alors les variateurs, c'est des systèmes, par exemple, c'est vraiment qui comportent leurs étages électroniques. Ils ont des microcontrôleurs, ils génèrent des défauts, ils génèrent des variables, ils génèrent de température de fonctionnement, leur état de saturation, s'il y a des erreurs internes, donc ils génèrent ça, et ça fait partie vraiment des données qu'on doit acquérir et enregistrer en même temps que les données système. Donc si vous voyez la problématique ici, c'est qu'on va avoir plusieurs capteurs déjà. On va pas avoir un capteur, et en plus de ça, on va avoir énormément de données qui viennent non seulement d'ailleurs de la machine, même parfois de l'automate lui-même ou de l'agrégateur lui-même, parce qu'au fait c'est des systèmes intelligents, donc on a des données, ce qu'on appelle des données de fonctionnement. Et bah, l'association de tout ça qui fait que, selon votre logique, la logique de vos développeurs, ou du designer de l'application, mais c'est des choses qui sont essentielles pour vraiment maîtriser tout le système d'irrigation ou d'engrais. Alors ici, comme je viens de le dire, donc voilà ce qu'on peut voir sur le marché quand il s'agit de IoT. Ce sont des choses énormément intéressantes à voir. C'est très beau comme capteur. Alors généralement, ils ont leur connectivité selon alors 4G ou LoRa ou peu importe. Alors il faut noter que c'est extrêmement cher. Alors vous imaginez si vous avez une ferme avec 50 capteurs, et ben, si vous faites le calcul, ça va pas être quelque chose de simple. Hein. C'est même pas réaliste par rapport à voilà des fermes modestes, on va dire qui peuvent être modernes, mais restent modestes en termes de dimension. Et en plus de ça, vous allez avoir la possibilité, enfin, vous devez vous connecter, d'avoir des abonnements au niveau du cloud. Alors, ça peut être Azure, ça peut être AWS, et c'est, bien sûr, ça va ajouter à votre coût, on va dire, d'exploitation de votre ferme. Alors, de ma part, on estime qu'il faut à peu près 100 000, entre 100 000 et 250 000 dollars pour une ferme, quoi, on va dire entre 10 et 20 hectares. Donc pour résumer tout ça, alors nous avons deux chantiers. Le premier chantier, c'est par rapport au coût. Alors si vous allez compter entre 50 et 100 capteurs, entre capteurs et hubs, enfin des choses qui sont liées plus à l'IoT, alors ça va être extrêmement cher. Ajoutez à cela bien sûr les abonnements, votre dépendance, c'est ça le plus grand problème, parce que le jour où le host décide de faire des updates ou des mises à jour, bah, vous êtes obligé de suivre, et vous êtes totalement dépendant, et vous n'aurez pratiquement plus le choix. Ajoutez à cela bien sûr les aspects techniques, où on n'est pas sûr, on n'a pas beaucoup d'expérience par rapport à voilà la robustesse de ces équipements-là. Peut-être qu'ils fonctionneront pendant les premières semaines, mais après une année, 2 années, on ne sait pas vraiment leur résistance. Et surtout par rapport à des choses de la vie, de la ferme, hein, comme les courants enfin tout ce qui est bruit électromagnétique, ça peut être voilà les conditions, on va dire, de l'environnement de l'équipement. Donc voilà, ça c'est, je voulais faire cette présentation. Maintenant, on va montrer plus dans les détails. On va commencer par comment faire le calcul pour modéliser ou on va dire designer une ferme en se basant sur les informations au préalable qu'on doit récolter.